On avait pour objectif de parler des raisons de la perte d'une prise de poids, que ce soit pendant le confinement, mais finalement, il y a des règles assez fréquentes hein, qu'on retrouve, des causes assez fréquentes de prise de poids. Donc, on a avec nous le professeur Antoine Avignon et puis Soumeya Chetouane qui va nous poser quelques questions qui ont été posées auparavant sur la page Facebook d'Avitam. Et ensuite, on répondra au fur et à mesure à vos questions. D'accord. Alors, donc du coup, durant le confinement, les Français, ils ont pris environ 2 à 3 kilos de poids corporel. Alors, qu'en pensez-vous de ça? Comment peut-on vivre avec la reprise pondérale après le confinement? Comment peut-on reprendre notre rythme de vie après le confinement? Alors, comment peut-on retrouver notre poids corporel après le confinement? Les régimes après le confinement sont-elles une bonne idée ou une mauvaise idée? Alors, comment peut-on perdre du poids si on ne peut pas faire de l'activité physique? Par exemple, si on a des problèmes au niveau du genou, des pieds, on ne peut pas vraiment faire une activité physique. Peut-on grossir avec le test de la faim? Car j'ai faim tout le temps. Donc, c'était une question qui a été posée sur la plateforme Avitam. Une autre question sur la pédiatrie. Donc, une personne qui nous dit, j'ai une fille, elle a 2 ans, elle ne mange pas, et dès qu'elle mange, elle vomit. J'ai peur qu'elle tombe malade, du coup, je la force à manger, mais elle vomit toujours, je suis inquiète, que faire? Une C'est dernière, pas mal, Soumeya, là. Ça fait beaucoup de questions, donc déjà. une dernière question. Une dernière. À en croire la balance, je n'ai pas pris de poids pendant ce confinement, mais j'ai l'impression d'avoir perdu de la masse musculaire. Est-il possible que j'ai perdu de la masse musculaire et j'ai pris de la masse grasse du fait de la sédentarité? Donc voilà. Et après, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Donc, c'était l'occasion d'y répondre en direct avec des experts. Et voilà, je crois que ce qui est important, c'est quand même qu'il y ait les questions directes. Donc, on vous a montré les questions un petit peu qu'on avait eues à l'avance. Mais ce qu'on va essayer, c'est vraiment de répondre aux questions qui vont se poser en direct. Donc, je crois que Soumeya, il faut vraiment que tu aies un œil sur les questions qui se posent. Donc, comme d'habitude, on va commencer par quelques petits mots sur le sujet. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la prise de poids. Donc, je vais partager mon écran, mais l'animateur qui est Vincent a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, Vincent, il faut que tu m'autorises Vas-y, c'est bon, je à, pense. à partager et c'est bon, j'ai l'autorisation de Vincent. Et donc, ça serait bien si Soumeya ou Vincent pouvaient me dire si mon écran apparaît bien. Tout à Euh, fait. ouais, c'est bon. C'est bon? Donc, quelques petits mots sur la prise de poids et de façon générale, et puis après on discutera, et encore une fois, surtout avec les questions que vous aurez en direct sur mais un petit peu cette période et un petit peu comment ça s'est passé pour vous, sur votre poids, sur votre vécu de l'alimentation, éventuellement sur le reste, les questions étant tout à fait ouvertes pour vous. Alors, une vision, la vision, je dirais, des biologistes, la vision des médecins, c'est que le poids, il est régulé par ce qu'on appelle une balance énergétique. Et c'est assez physique, je dirais. Il y a des calories qui rentrent, il y a de l'énergie qui rentre, et cette énergie, elle est apportée, il n'y a pas de secret, par l'alimentation.
avec des graisses. Je vous rappelle qu'un gramme de graisse, et quelle que soit la graisse, parce qu'on a souvent la question, quelle est l'huile la plus grasse? L'huile, c'est 100% de gras, que ce soit du tournesol, de l'olive, de l'arachide, tout ce que vous voulez. Donc, en quantité de calories, elles n'ont pas les mêmes effets sur la santé, mais en quantité de calories et en risque sur le poids, c'est la même chose. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Je vous rappelle que dans les graisses, il y a aussi des vitamines qui sont solubles. Donc, attention à ne pas se dire, tiens, le gras, c'est riche en calories, j'en veux pas. Il y a des vitamines qui sont indispensables, comme le disent leur nom, dans les lipides. Et donc, tout est indispensable. Donc, 1 gramme de graisse, 9 calories. 1 gramme de glucides, donc les glucides, c'est tout ce qui tourne autour des sucres, mais ça peut être aussi les féculents, les pâtes. Et donc là, 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Et puis les protéines, où on voit toujours les protéines d'un bon oeil, en disant c'est bien les protéines. Ben, les protéines, c'est aussi des calories. 1 gramme de protéines, c'est 4 kilocalories. Donc vous voyez que les lipides sont un petit peu plus riches. Et puis ceux qui boivent de l'alcool, 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories. Donc, quand on fait rentrer tout ça, ben, c'est un petit peu l'énergie qu'on met dans la machine. Hein. Moi, c'est un peu à l'ancienne, c'est l'essence que vous mettez dans la voiture. Et si vous mettez plus d'essence que ce que la voiture en brûle, ben, vous allez être obligé de mettre des bidons d'essence et votre voiture, elle va être plus lourde. Donc, pour qu'il y ait un équilibre, pour que la balance énergétique elle soit équilibrée, il faut que les dépenses soient équivalentes à ces apports. Et les dépenses d'énergie, c'est ce qui est écrit là, c'est DEB, c'est la dépense de base, ou c'est le métabolisme de repos, comme on veut. C'est, même si vous êtes allongé à rien faire sans bouger, votre cœur y bat, votre tube digestif il fonctionne, votre cerveau il fonctionne, tout ça, ça brûle des calories. Et vous voyez que finalement, les 2 tiers des calories sont dépensées par notre corps à rien faire. Il y a une petite partie qui est une énergie qui est dépensée à régler la température de notre corps. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que dans notre environnement moderne, où on a des chauffages, où on a de la climatisation, où on a tout un tas de confort, où on a des pulls qui sont bien chauds, ben, on dépense très peu d'énergie à réguler la température de notre corps. On en dépensait certainement plus quand on n'avait pas tout le confort actuel. Et puis, la troisième partie, qui finalement est la seule partie modulable volontairement, c'est la partie qui est liée à l'activité physique. Donc, il faut que ces deux plateaux de la balance soient en équivalence. Alors, ce métabolisme de repos, il dépend de nos organes, mais il dépend aussi de nos muscles. Et plus on a de muscles, et plus on a une dépense énergétique de base qui est importante. Donc, quand notre poids il est stable, qu'on est adulte, eh bien, ces deux colonnes sont équivalentes. Ça, c'est une chose qui est... Alors maintenant, si on prend un exemple, que j'ai pris un exemple féminin, je pourrais être un exemple masculin, mais une femme de 30 ans qui a une dépense quotidienne qui est autour de 2200 kilocalories. C'est une dépense moyenne pour une femme de la trentaine. Mais attention, hein, chacun sa dépense, ça peut être variable. Hein, tout ça, c'est juste un exemple. Donc, cette femme qui a des besoins à 2200, si sur ses apports, pour montrer que la régulation est très fine, si sur ses apports, elle se trompe de 1%, ce n'est pas beaucoup, c'est une erreur de 22 kilocalories par jour. Et il faut bien se rendre compte qu'un yaourt maigre, c'est 50 kilocalories, donc 22 kilocalories, c'est en gros un demi-yaourt maigre. Il y a une petite erreur comme ça, ça fait une erreur de 8000 kilocalories par an. Or, 8000 kilocalories par an, en plus, 8000 kilocalories, c'est ce qu'il faut pour fabriquer 1 kilo. Et donc, hop, c'est 1%, vient de déséquilibrer la balance. Et puis, ça fait une prise de 1 kilo. Alors, 1 kilo, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais 1 kilo sur une année, ça fait 10 kilos en 10 ans. Donc, ce que je veux vous montrer là, c'est que vous voyez que c'est une toute petite erreur. Si on peut parler d'erreur, mais on reviendra dessus parce que pour moi, ce n'est pas une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas calculer vos calories. Toutes les personnes qui se mettent à calculer les calories, vous ne pouvez pas savoir si vous mangez 20 ou 25 kilocalories de plus, si vous mangez 100 kilocalories de plus. Et puis un jour, vous allez bouger plus, un jour, vous allez bouger moins. Donc cette balance, elle est finement régulée, mais elle est régulée de façon spontanée. Et puis alors, pour tout vous dire, ce que je viens de vous dire est quand même
un peu faux. C'est un peu faux. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, j'ai un besoin de 2200 kilocalories, que j'en mange 2300, je ne vais pas en stocker 100. Ma machine corporelle va en brûler une partie. Et d'ailleurs, vous avez déjà dû l'observer, si vous faites un gros repas, vous avez chaud derrière. Vous avez chaud parce que vous mangez beaucoup d'énergie et le corps ne va pas tout stocker. Il va y avoir une partie qui va être brûlée et qui va être dépensée sous forme de chaleur. Donc, il y a une régulation du corps. Donc, quand vous mangez 22 kilocalories ou 100 kilocalories de plus, vous ne stockez pas 22 ou 100, vous en stockez seulement une partie. La deuxième chose, c'est que quand vous prenez du poids, bien sûr, quand on dérive vers le surpoids et l'obésité, le problème, c'est la prise de gras, mais vous ne prenez quand même pas que du gras. Parce que déjà, si vous prenez 5 kilos, il va falloir les promener tous les jours, les 5 kilos. Et vous allez développer du muscle. Donc, quand vous prenez du poids, vous prenez du gras, certes, mais vous prenez aussi du muscle. Et en prenant du muscle, vous avez augmenté votre dépense de repos, la dépense de base dont on a parlé. Et donc, vous allez avoir des besoins qui vont augmenter. Et puis, quand vous prenez du poids, et c'est un peu ce que je viens de dire, mais vos exercices sont plus coûteux et donc ça va se stabiliser. Donc, si vous faites votre erreur de 22 kilocalories, vous n'allez pas prendre 10 kilos en 10 ans, mais vous allez peut-être quand même en prendre 4-5, ce qui est déjà pas si mal. Donc, il y a une régulation extrêmement fine de cette balance qui échappe tout simplement à la raison. Vous ne pouvez pas raisonner vos calories. Et donc, nous, c'est ce qu'on assiste beaucoup là, chez Avitam, c'est les ressentis de votre corps qui vont être extrêmement importants et pas des calculs faits avec la tête. Le deuxième point, c'est que on n'est pas tous égaux devant la prise de poids. Vous avez ici une courbe qui ne va peut-être pas vous dire grand-chose, mais ici, à l'horizontale, je pense que vous voyez ma flèche, c'est la masse maigre d'une population. Alors ça, c'est une population, c'est des individus de même âge et de même sexe. Et vous avez leur dépense énergétique de repos. Et vous voyez que plus on a de masse maigre, eh bien plus la dépense énergétique de repos augmente. Mais ça, c'est une moyenne. Maintenant, si vous prenez ces deux individus que j'ai entourés en rouge, vous voyez qu'ils ont la même masse maigre, ils ont le même âge, le même sexe, mais sur leur métabolisme de repos, il y a une très grosse différence puisqu'il y en a un qui a 1500 et l'autre qui a plus de 2100. Si ces deux individus ils mangent la même chose, je peux vous dire qu'il y en a un qui grossit ou il y en a un qui maigrit, mais en tout cas, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Sur le plan génétique, ils ont une constitution extrêmement différente qui fait que leurs besoins sont extrêmement différents. Donc ça, je pense aux personnes qui disent, moi je ne comprends pas, je regarde l'assiette de mon voisin, je mange moins que mon voisin, lui il est mince, et lui il ne prend pas de poids, il mange plus que moi. Ben oui, oui, c'est pas juste. Et vous n'avez pas la même taille, vous n'avez pas la même couleur des yeux, vous n'avez pas les mêmes cheveux, vous avez tout un tas de différences, et votre métabolisme, il est à vous. Et puis, il ne faut pas regarder le voisin, il faut écouter son corps, il faut se centrer sur soi, il faut se centrer sur ses besoins. Et comme pour beaucoup de choses, quand on regarde le voisin, ça ne fait que rendre malheureux. Il n'y a pas besoin de se demander pourquoi on n'est pas tous égaux. C'est comme ça, c'est la nature qui a été faite comme ça sur tout un tas de plans. Alors, la vision simpliste de ce que j'appelle la vision simpliste de la prise de poids, c'est la logique qui découle de ce regard mécaniste, de ce regard de biologiste qui dit voilà, il y a des besoins énergétiques, il y a une balance énergétique, et prendre du poids, c'est quand il y a de la sédentarité, c'est quand on ne bouge pas assez et qu'on mange trop. Donc, c'est le déséquilibre de cette balance énergétique qui va. Et ça conduit à ce qu'on voit souvent. Actuellement, tout le monde le sait, tout le monde le dit, il ne faut pas faire de régime. Mais si on dit qu'il ne faut pas faire de régime, on dit qu'il faut équilibrer et rééquilibrer l'alimentation. Excusez-moi, on pourra discuter si vous avez des questions à poser, mais moi, je n'arrive pas très bien à voir la différence entre rééquilibrer l'alimentation et faire un régime. Si c'est quelqu'un qui vous dit qu'il faut manger pour avoir une alimentation équilibrée, c'est un régime. Alors maintenant, si c'est vous qui vous centrez sur vos sensations alimentaires, qui vous centrez sur vos sensations corporelles et qui essayez de retrouver une vraie relation à l'alimentation en fonction des besoins de votre corps, ok, c'est plus un régime parce que ça part d'un besoin interne.
Mais si c'est quelqu'un qui vous explique comment il faut manger, on revient au régime. Et puis, il faut bouger plus. Oui, mais comment on fait pour bouger plus? C'est un petit peu la question. Est-ce que ça marche? Clairement, non. Quand on donne des conseils à quelqu'un sur comment il faut bouger, comment il faut manger, oui, sur le court terme, ça marche. Hein. Tous les conseils nutritionnels marchent. Le problème, c'est comment je fais pour le maintenir sur le long terme. Donc, cette vision simple, ça ne marche pas. Et ça marche pourquoi? Ça marche pas pourquoi? Parce que vous regardez ici, ça part du je mange trop, je ne bouge pas assez, je manque d'activité physique et je prends du poids. La question, ça c'est vrai, il n'y a pas de doute. Mais la question, ce n'est pas de savoir je mange trop, ça, ce n'est pas la cause. C'est un mécanisme intermédiaire. Et si vous agissez là, vous n'agissez pas sur la cause. Si je grossis, c'est parce que je mange. Ça, ce n'est pas la question. La question, c'est pourquoi je mange trop et pourquoi je ne bouge pas assez. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a tout un environnement et tout un tas de choses qui nous conduisent à ça. Notre environnement a changé. On nous propose de l'alimentation partout, on s'est transformé. Elle répond très bien quoi? Elle répond très bien pour nous calmer nos émotions. Et il y a une éducation qui change où vous avez une disponibilité alimentaire permanente. C'est déjà nos enfants. On leur apprend quand ils pleurent à manger une sucrerie, à manger quelque chose de réconfortant, ce qui n'existe pas. Donc, ce qui est surtout important, c'est qu'il y a un environnement qui a changé, des moyens de transport qui ont changé, des moyens de chauffage qui ont changé, une disponibilité alimentaire, une alimentation qui a changé, une société stressante, une société qui joue sur nos émotions, des injonctions sociétales à consommer, des injections sociétales à contrôler son corps. Et face à tout ça, on est perdu. Et cette société, cet environnement nous conduit à diminuer notre activité physique, des moyens de transport, des voitures, des trains, ça, et cette disponibilité alimentaire. Et donc, ça, le manger trop et le moins bouger, c'est le mécanisme par lequel passe le changement de notre environnement, notre stress, eh bien, ça nous conduit à ça. Donc, si vous agissez là, sur le mange trop et le manque d'activité physique, en disant à quelqu'un, il faut que tu rééquilibres ton alimentation, il faut que tu bouges plus, vous négligez complètement la relation à cet environnement, vous négligez complètement la vraie cause et vous ne tenez pas dans la durée pour la majorité des personnes. Et alors, puisque cette discussion sur la prise de poids a été lancée quand même par la période Covid, c'est ça que vous voyez bien que dans la période Covid, vous vous êtes retrouvés, pour la plupart d'entre vous, nous sommes retrouvés, pour la plupart d'entre nous, dans un environnement changé, dans une modification émotionnelle, beaucoup de personnes qui se retrouvent chez elles, qui se retrouvent avec des facteurs de stress, des revenus qui ont diminué pour certains qui étaient au chômage technique, une disponibilité alimentaire chez soi qui n'est pas la même qu'au travail. Si vous avez 3 ou 4 enfants qui sont là, ok, un jour ça va, 2 jours ça va, 3 jours ça va, 4 jours les disputes commencent, 5 jours les parents commencent à craquer, donc il y a des modifications émotionnelles qui sont nettes. Et ces modifications émotionnelles sont à prendre en compte. La cause, c'est pas je mange trop. La cause, c'est j'ai des émotions et j'ai de l'alimentation réconfort, j'ai de l'alimentation transformée à côté de moi qui m'apporte le réconfort et je vais aller dessus. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les causes de la prise de poids, j'aime beaucoup cette schématisation qui vous dit peut-être pas grand-chose, donc qui vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce que ça vous montre, c'est que quand on est extrêmement nombreux, mais ils sont tous interdépendants des autres avec des flèches qui les relient. Et le déséquilibre de la balance énergétique. Alors Antoine, on t'a un petit peu perdu. C'est une conséquence de tout ce qu'il y a autour. Alors si on simplifie, qu'est-ce qu'il dit toutes les publicités alimentaires?
Antoine, on a perdu Ouais. ce que tu disais. Oui, oui. Donc, il faudrait que tu reprennes au moment de Ouais. cet ensemble de facteurs de Et là, Forsyth on m'a Forambisity. récupéré. Voilà, on Oui. t'a récupéré. Alors, ce que disait Antoine, parce que je connais cette diapositive, le temps qu'il revienne, parce que on a l'image, mais on n'a pas trop le son, c'est que cette image donc du groupe de travail, Ce hein, que je Foresight for disais, Obesity, c'est un ensemble de facteurs que vous voyez là sous les yeux. C'est des centaines et des centaines de facteurs qui sont interconnectés avec des centaines et des centaines de relations entre eux. Et si on devait avoir une prise en charge parfaite, on devrait passer des milliers et des milliers d'heures à prendre le temps de s'occuper de tous ces facteurs. Et donc, peut-être qu'Antoine, on l'a retrouvé. dis-moi si on Il était m'entend là. Ouais, on t'entend. Voilà. Donc, ensuite, il va falloir que tu prennes le relais sur la Ouais. simplification de tous ces facteurs. Alors, si on regroupe un petit peu ces facteurs, donc surtout dès que ça coupe, Vincent, tu me le dis bien, Ouais, ouais, ouais. tu me vois un texto si jamais on n'a plus le son. Euh, donc, il y a l'influence de la société, tout ce qu'est les publicités. On en a parlé, c'est la production alimentaire. On produit plein d'aliments transformés, et c'est un outil de consommation comme les autres. Donc, c'est la consommation alimentaire qu'on vous fait consommer. C'est les facteurs psychologiques, on en a parlé aussi. Alors attention, facteur psychologique, ça ne veut pas dire je suis responsable. Ma psychologie, elle est aussi fortement influencée par mon environnement. S'il y a du chômage, comme on l'a dit, du chômage technique, s'il y a le virus, si j'écoute les informations, tout ça me stresse et j'en suis pas forcément responsable. L'inactivité qui est extrêmement importante, tout ce qui va nous produire l'inactivité. Là, on vous a mis en confinement, on vous a dit il ne faut pas sortir, il ne faut pas sortir plus d'une heure, mais c'était plus difficile. Et puis, même la manière dont est construite la ville. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Est-ce qu'il y a des trottoirs? Est-ce qu'il y a des choses? Et puis, il y a ma biologie. Ce que je voudrais que vous preniez bien conscience, c'est que sur la plupart de ces facteurs, et même sur tous ces facteurs, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas responsables de ces facteurs. Donc, notre poids, notre biologie, la présence des aliments, tout ça, c'est pas de notre faute. Nous ne sommes pas responsables. Alors, vous voyez bien que tout ça, c'est extrêmement transformé sur les millions d'années. L'être humain était quelqu'un qui était programmé génétiquement, était une espèce qui était programmée génétiquement pour faire face à des carences et pour travailler beaucoup physiquement. Et puis, patatras, il y a eu toutes les révolutions, la révolution agricole, puis la révolution industrielle. On a tout industrialisé, et puis l'être humain, il s'est transformé en un être qui avait disponibilité alimentaire permanente et qui avait pu à travailler physiquement pour gagner son alimentation. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça, on l'a déjà vu. Alors, il faut bien voir que notre environnement, il est fait pour nous piéger. Il y a à manger partout. On vous dit qu'il faut travailler plus, qu'il ne faut pas prendre le temps. Vous ne réservez plus, nous ne réservons plus de temps spécifique à l'alimentation. Nous travaillons pendant que nous mangeons. Vous allez au cinéma, on vous met des pop-corn. Réfléchissez pourquoi il y a des pop-corn au cinéma. Parce que quand vous vous plantez devant un film, surtout s'il est un peu émotionnellement fort, vous pouvez avaler n'importe quoi. Ce que je dis toujours, c'est aller chercher le gros paquet de pop-corn, là, chez Gaumont, ou d'ailleurs sur une autre marque, peu importe. Rentrez chez vous, mettez pas de télévision, asseyez-vous tout seul au calme avec votre paquet de pop-corn, vous verrez, vous n'arriverez jamais à manger tout ça. Là, les écrans qui sont présents en permanence, la mécanisation, les escaliers mécaniques avec de la publicité. Donc tout ça, c'est un environnement qui vous produit à prendre du poids, le tour, gagner des dollars, mais aussi gagner du poids. Regardez ce qu'on estime. On estime que les déplacements motorisés nous ont fait gagner 51 kilocalories par jour. Là, ça me dit, on m'entend toujours, ça me dit que ma connexion est instable. Vincent? On t'entend par… Non, mais là, c'est bon, la Je connexion pense est qu'on ne m'entend revenue. plus. Vincent? La connexion est Bien, revenue. ça me dit que la connexion est instable. Ouais. Donc,
si on estime les déplacements motorisés, donc les voitures, les transports en commun, tout ça nous font économiser 55 kilocalories par jour en moyenne. Les escales-vaisselle nous fait économiser de l'énergie. Et donc, vous voyez, tous ces outils, on a estimé qu'en moyenne, ça nous faisait économiser 110 kilocalories par jour. Je vous rappelle tout à l'heure que je vous ai dit que 22 kilocalories par jour, ça faisait prendre quelques kilos quand même sur une dizaine d'années. Donc, vous voyez que 110, ça en fait prendre plus. Et vous voyez, l'estimation, c'est l'équivalent de 4,5 kg par an. Mais je vous l'ai dit, ça s'équilibre et c'est quand même pas 4,5 kg tous les ans. Alors, regardez aussi notre consommation alimentaire en France. Les boissons sucrées, années 50, il n'y en avait quasiment pas. Hein. On ne buvait pas de Coca, de Fanta, etc. Et boum, on passe de 10 grammes de glucides par jour à 60 grammes. Les crèmes glacées, les crèmes dessert, tout ça, ça n'existait pas dans les années 50. Et boum, vous passez aux années 2000, ça arrive. Et depuis, ça a dû encore augmenter. Et puis, je crois qu'il y avait eu un live dessus. Vincent en avait parlé. Les modifications du sommeil, ça aussi, c'est quelque chose qui a changé dans notre environnement. Et si vous dites aux gens simplement qu'il faut manger différemment et bouger plus, vous négligez ce facteur extrêmement important qui est le sommeil, qui joue beaucoup sur nos prises alimentaires, qui joue beaucoup sur notre dépense énergétique et qui est un facteur extrêmement important qu'il ne faut pas négliger. Voilà les éléments que je voulais partager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, jouer sur son poids, ce n'est pas simplement jouer sur l'alimentation, ce n'est pas simplement jouer sur l'activité physique. Ça, c'est se centrer sur un mécanisme par lequel ça passe. Mais en fait, ce qu'il faut pour gérer son poids, c'est de gérer la relation à notre environnement. Cette relation à l'environnement, elle a été changée pendant la phase de confinement. Et chez un certain nombre de personnes, il n'y a pas à en douter, ça a joué sur la prise de poids. Et bien, comment on va essayer de reperdre ce poids? C'est en prenant bien conscience de cette relation à l'environnement et essayer de la modifier. Alors, c'est un programme qui est vaste, mais Soumeya va nous dire s'il y a eu des questions auxquelles il faut qu'on réponde ou nous reposer les questions qu'il y avait déjà pour essayer de progresser un petit peu, de voir comment réagir face à ça. Alors, pour le moment, il n'y a pas eu de questions, donc n'hésitez pas à nous écrire vos questions. On va y répondre en direct. D'accord. Donc, on va peut-être reprendre les questions qu'il y avait déjà, Soumeya. Oui, alors. Si tu peux enlever ton partage d'écran, Antoine. Oui, je suis en train d'essayer de le trouver. J'avais essayé de retirer mon partage d'écran, mais je ne le trouve plus, mon partage d'écran. Ah, ça y est, arrêtez le partage d'écran. Alors, du coup, qu'est-ce que vous conseillez les gens qui ont pris du poids et qui ont eu peur justement de reprendre du poids, qui ont une grossophobie? Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller juste après le confinement? Parce que ça peut être quand même stressant, angoissant. Ça peut créer aussi des culpabilités de ne pas faire de l'activité physique, même chez soi, de prendre le poids, de grignoter durant le confinement. Alors déjà, moi je rebondirais, je ne sais pas ce que ça inspire à l'instant, mais je rebondirais sur le facteur de la culpabilité. Il y a quelque chose qui s'est passé et sur lequel vous n'avez aucune responsabilité. Il y a eu une maladie dont tous les médias vous ont fait peur. Ceux qui ont écouté un peu trop BFM TV, ils ont dû être un peu plus stressés que la moyenne, mais vous n'êtes pas responsable de ça. On vous a demandé de ne pas sortir de chez vous plus d'une heure. Ça vous a conduit à une diminution d'activité physique. Vous n'êtes pas responsable de ça. Tous ces changements qui ont eu lieu, vous devez avoir conscience que vous n'en êtes pas responsable et que donc vos changements de comportement ne sont pas de votre faute. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Donc déjà, c'est important. Donc bien voir s'il y a ce sentiment de culpabilité,
essayer d'en avoir conscience et essayer de se détacher un petit peu en disant bah, maintenant, quand même, la seule personne qui peut réagir, mais là on ne doit plus m'entendre non plus, si. C'est revenu. La seule personne qui peut réagir, c'est quand même vous. Il n'y a personne d'autre qui peut réagir. Maintenant, je crois que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi derrière perdre du poids. C'est extrêmement important. Si je perds du poids pour répondre à une image et tout, je pense que ça va être extrêmement difficile. Maintenant, si je perds du poids parce que ça répond à des valeurs importantes pour moi, c'est-à-dire que je souhaite être en bonne santé parce que j'ai envie de m'occuper longtemps de mes enfants, parce que j'ai envie de m'occuper longtemps de mes petits-enfants, et s'il y a une valeur derrière qui peut être autre, je crois qu'on va pouvoir rentrer dans des actions. Si je fais de l'activité physique pour perdre du poids, je vais vite m'épuiser à ça. Si je fais de l'activité physique parce que ça a un sens pour moi, parce que c'est important pour ma santé, parce que je vais déjà avoir plus de chances de pouvoir m'engager dans la durée. Donc c'est bien, pour moi c'est extrêmement important de voir quel est le sens de mon désir de reperdre les kilos qui ont été accumulés. Alors, je ne sais pas Vincent si tu as d'autres commentaires là-dessus. On en discutait tout à l'heure par rapport à la prise de poids pendant le Covid et on a beaucoup de personnes au téléphone ou en visioconférence, en téléconsultation plutôt, qui nous disent c'est compliqué la reprise parce que finalement, lors de la période Covid, il y a eu une espèce de temps qui s'est arrêté où les personnes qui étaient déjà dans une prise en charge se sont mises à arrêter leur mécanisme de fonctionnement. S'ils avaient certaines habitudes dans la journée, les habitudes ont été complètement changées. Des personnes qui n'ont pas à la base de problèmes de poids ou de silhouette, finalement, se fichent complètement de l'alimentation et n'ont pas cette focalisation. Toutes les personnes qui sont en lien avec leur santé, avec leur silhouette, avec leur poids, ont eu des envies de manger extrêmement fortes pendant cette période-là, qui correspondaient non pas à la sensation de faim, qui est une sensation de besoin de l'organisme, mais qui correspondaient à, comme le disait Antoine tout à l'heure, des émotions. Et c'est vrai qu'il est important au sortir de cette période, peut-être de faire un reset, de revenir et de se poser la question, faire une petite météo intérieure, comme on dit, ou prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pendant peut-être un ou plusieurs jours, peut-être profiter d'un week-end où on n'a pas cette surcharge de travail ou cette surcharge de stress du quotidien, et se poser des questions de base. Que veut mon corps ? Est-ce que je ressens la sensation de faim dans mon corps? C'est-à-dire que mon corps me demande-t-il à manger? Est-ce que c'est mon corps qui me le demande ou est-ce que c'est ma tête qui me le demande? Est-ce que quand je mange parce que c'est un besoin de mon corps ou est-ce que je mange parce que c'est finalement ma tête qui me dit « Oh là là, tu es en manque, Vincent, tu as envie de chocolat, Vincent, tu as envie de manger des chips, tu as envie de boire de l'alcool. » Peut-être se poser la question d'où viennent ces envies. Est-ce que ces envies viennent de nous-mêmes, donc de notre corps, de notre besoin finalement de vivre au quotidien, ou est-ce que c'est notre tête qui nous dit je suis en manque de ci, ou j'ai une émotion, j'ai un stress, j'ai un manque. Et le but n'est pas de trouver la solution tout de suite, mais le but est finalement d'être à l'écoute de son propre corps. Et cette étape de reset est hyper importante parce qu'elle permet de revenir à des choses basiques. Et moi, il y a beaucoup de personnes à qui j'ai proposé en téléconsultation de se donner 1 ou 2 jours où on était complètement en dehors de nos habitudes, c'est-à-dire de ne pas se forcer à prendre le petit déjeuner, peut-être ne pas se forcer à prendre le repas de midi, peut-être ne pas se forcer à toujours prévoir des choses dans la journée, mais peut-être essayer régulièrement d'avoir la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps.
Et ça permet souvent de revenir à zéro sur des sensations qu'on peut ressentir dans le corps. Et ça se fait sur le plan de la nutrition, donc l'alimentation, nos besoins, notre faim, notre plaisir de manger. C'est également la même chose pour notre envie de bouger. Maintenant qu'on a le droit de bouger parce que le confinement est terminé, est-ce que mon corps a vraiment envie de bouger? Est-ce que cette frustration de ne pas pouvoir bouger peut-être a créé chez moi un besoin de sortir, de bouger? La même chose concernant le sommeil. Effectivement, on l'a déjà dit dans les conférences, mais la période du Covid a été très compliquée pour beaucoup de personnes qui avaient des insomnies. Et je crois qu'il y avait une question tout à l'heure de nos consoeurs qui disait il y a des personnes qui disent avoir dormi beaucoup et qui me disent avoir un bon sommeil. Donc peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc finalement, d'avoir… J'allais vous poser la question du sommeil. Voilà, alors je ne l'ai plus en tête exactement, je l'ai lu On va la rapidement. retrouver, Vincent, on Ouais. va la lire. Donc, c'est quelqu'un qui dit le sommeil à différencier, c'est à ça que tu fais référence, hein, Ouais. sommeil à différencier de la sédentarité. J'ai des patients qui disent bien dormir, c'est-à-dire dormir longtemps. Quels sont les critères à apprécier pour une bonne qualité de sommeil qui jouera sur la prise alimentaire? Donc, ça, c'est une question pour toi. C'est excellent comme question. C'est excellent comme question parce que ça fait référence à plusieurs éléments. Le premier élément, c'est quelle est la quantité de sommeil qu'il nous faut, nous les humains, pour vivre. Alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir besoin de 5 heures de sommeil, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Là où notre besoin de sommeil doit répondre à une seule chose, c'est le fait de ne pas avoir envie de dormir le lendemain. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de dormir le lendemain, c'est que globalement, vous avez suffisamment dormi la nuit. Il y a certaines personnes qui, par contre, ont des maladies du sommeil qui donnent une envie de dormir beaucoup trop importante. Et dès qu'on dépasse 11-12 heures de sommeil par nuit, il faut quand même se tourner vers son médecin pour essayer de rechercher certaines pathologies comme l'hypersomnie idiopathique qui donne cette envie de dormir régulièrement dans la journée. Donc, ça fait écho à plusieurs éléments, c'est quelle est la quantité de sommeil et on note également la notion de l'efficacité du sommeil. L'efficacité du sommeil, c'est un concept qui est très intéressant. C'est finalement notre capacité à trouver le sommeil rapidement, à s'endormir rapidement et à se lever en forme. Donc, il y a des personnes, l'efficacité du sommeil, c'est finalement le temps qu'on dort divisé par le temps qu'on passe dans son lit. Quelqu'un qui dort 5-6 heures par nuit, mais qui reste 10-11 heures dans son lit, a une efficacité très mauvaise, elle est en dessous même de 50%. Donc, on a une impression de sommeil non réparateur, alors qu'on a peut-être dormi le temps suffisant. Donc, quand on parle d'efficacité du sommeil, on a tendance à se focaliser sur le temps passé dans son lit sans dormir. Et il faut essayer de diminuer au maximum cela. Et donc, pour revenir à la question initiale, c'est quelle est finalement l'efficacité de sommeil qu'il est nécessaire pour ne pas avoir d'augmentation des prix alimentaires. Elle est un peu compliquée cette question, mais globalement, il faut se dire que si on n'a pas de coup de barre en journée, si on n'a pas de fatigue, si on n'a pas de moment de somnolence, il se peut qu'on n'ait pas envie de manger pour se donner du peps, parce que beaucoup de personnes sont dans cette façon de fonctionner, c'est-à-dire je suis fatigué dans la journée, je ressens une somnolence et au lieu de me poser, au lieu de me mettre à dormir, eh bien, je vais manger parce que le fait de manger fait disparaître notre somnolence. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de temps minimum ou maximum. Le but est de trouver un sommeil assez rapidement et de se réveiller en forme, d'avoir une impression de sommeil réparateur. Et ensuite, de ne pas avoir envie de dormir ou d'être fatigué le lendemain, parce que cette fatigue et cette somnolence nous donnent envie de manger. Et ce sont des faux amis de la faim, en fait, vu que la sensation de sommeil se retrouve globalement un petit peu, alors je vous montre, je monte un petit peu, mais la sensation de sommeil se retrouve à peu près au niveau du diaphragme. Elle est quand même pas très loin de la sensation de faim. Et très souvent, les personnes font la confusion entre le sommeil, la fatigue et la sensation de faim. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. D'accord, merci. Alors, on a une autre question, oui. Oui, il y a des questions et des commentaires en ligne quand même qu'il est intéressant de reprendre.
Oui, pourquoi il y a des gens qui mangent sans grossir? Mais je l'ai un petit peu abordé, hein, on n'est pas tous équivalents. Il y a des gros brûleurs d'énergie et puis il y a des faibles brûleurs d'énergie. Alors il faut bien voir, c'est ce que j'ai dit, quand même, l'être humain s'est développé sur des millions d'années. Des gènes, ça se sélectionne sur des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Donc les millions d'années où l'être humain a vécu, où il y avait des famines, où il fallait faire beaucoup d'activités physiques pour gagner son alimentation, on a sélectionné les bons stockeurs d'énergie. Et ceux qui brûlaient beaucoup de calories, ils étaient maigres, ils n'avaient pas de réserve et ils mouraient. Donc la sélection génétique a plutôt sélectionné les bons stockeurs d'énergie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, où on a pu à bouger autant pour gagner notre alimentation et où il y a beaucoup à manger, on se retrouve avec toutes ces personnes sélectionnées. Mais quand même, tous les gros brûleurs d'énergie n'ont pas été supprimés au cours des années et il reste des gros brûleurs d'énergie qui sont hyper favorisés dans notre environnement. Autant à la préhistoire, ils étaient défavorisés, c'était eux qui mouraient les premiers. Mais maintenant, ils sont favorisés, ils mangent plein de calories et au lieu que leur métabolisme oriente vers le stockage, le métabolisme oriente vers je brûle les calories. Donc eux, ils mangent beaucoup, ils ne stockent pas, ils brûlent. Et si vous les remettez dans une ambiance où il y a de la famine, ils vont mal traverser les périodes de famine. Donc oui, c'est ce que je disais, c'est pas juste, c'est pas égal, mais dans la vie, il n'y a pas grand-chose de qui est juste et égal. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, Antoine, Oui. excuse-moi Soumaïa, mais c'est pour aller dans le sens de ce que disait Antoine, il faut aussi avoir en tête qu'il y a effectivement une injustice. Beaucoup de personnes se sentent injustement inégales concernant cette prise de poids par rapport aux personnes qui mangent beaucoup et qui finalement ne prennent pas de poids. Ces personnes-là sont quand même protégées lorsqu'il y a une pathologie grave qui arrive dans la vie. Et on voit beaucoup de personnes qui se dénutrissent. Et les personnes qui ont tendance à perdre beaucoup de poids lorsqu'arrive une maladie grave ne sont pas protégées dans ces cas-là. Donc, effectivement, sur le plan de la silhouette, c'est une injustice et on ne se sent pas bien. Mais il faut aussi avoir en tête que peut-être en cas de maladie grave, alors Antoine parlait de famine, il y a des pathologies aussi, comme le cancer, qui font perdre beaucoup de poids et il y a des personnes qui sont plus protégées en étant légers surpoids. Donc, il faut l'avoir en tête. C'est que oui, c'est pas bon, on ne se sent pas bien, mais ça peut aussi nous protéger de l'autre côté. Voilà. Alors, je reprends une question, parce qu'elle a été posée il y a longtemps, Soubeya, si tu m'autorises. Je viens de me remettre à la marche. Après des années d'activité, je marche 30 minutes. Au bout de combien de temps je peux augmenter la durée? Nous, ce qu'on prône, c'est de bien écouter votre corps. Et quand votre corps, il vous dit OK, les 30 minutes, ça se passe bien, et que vous pouvez aller augmenter et tout, bien, allez-y. Et puis après, des fois, on a des envies, on s'écoute et puis on se dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de pousser un petit peu mon corps, alors dans le respect, mais parfois, on peut pousser un petit peu et dire, tiens, j'ai envie de voir si je fais plus, comment répond mon corps. Et puis, vous l'écoutez, et puis vous voyez bien s'il vous dit, voilà, là, quand même, tu as exagéré, tu es à plat, on ne se décourage pas et on revient aux 30 minutes. Et donc, vraiment, il faut vous écouter avant d'écouter les règles. Si vous commencez à se faire. Je vous rappelle, Vincent. On t'a perdu. Ouais. On t'a perdu. Mais vas-y, prends la parole. Non, tu disais qu'il était plus important d'écouter son corps que d'écouter les règles. Oui, et là, on va récupérer. Oui, on t'a récupéré. Donc je vous rappelle, et ça Vincent l'avait dit, je crois, quand il a parlé d'activité physique, il nous rappelait une de ses patientes qui avait commencé par 30 secondes, je crois, par jour. Donc, écoutez vos corps. Plus il y a d'activité physique, et meilleur c'est pour la santé. Si vous faites de l'activité physique en vous disant c'est parce qu'il faut faire tant, vous ne tiendrez pas dans la durée. Maintenant, si vous faites de l'activité physique en vous disant
Je suis content de m'occuper de mon corps parce que ça va dans le sens de ce qui est important pour moi. La santé, c'est important pour moi. M'occuper de mes enfants, c'est important pour moi. Et du coup, je prends plaisir à faire cette activité parce que ça va dans le sens de ce qui est important pour moi. Vous aurez beaucoup plus de chances de tenir dans la durée que de vous fixer des durées définies, des obligations pour la santé alors que vous ne savez même pas pourquoi c'est important la santé pour vous. Réfléchissez au sens que vous donnez aux choses. D'autres questions, Soumeya? Alors oui, donc il y a eu une réponse sur la question précédente, c'était l'influence du microbiote. Oui, c'est extrêmement important, notre microbiote. Il ne faut pas oublier que les aliments que l'on mange, ils vont rentrer en premier lieu en contact avec le microbiote, avec le tube digestif, qu'il va y avoir tout un tas de métabolismes qui vont déjà être faits au niveau du microbiote, qu'il va y avoir des sécrétions, des interactions avec le tube digestif, qu'il va y avoir des choses qui vont passer dans la circulation. Donc, vous avez tout à fait raison. Un exemple que j'aime bien, il y avait eu une étude dans une très grande revue qui regardait la courbe de glycémie chez des personnes qui étaient des personnes saines. On faisait manger les mêmes aliments à différentes personnes. Il y avait eu des bananes, il y avait eu du pain, et on regardait la montée glycémique. Alors, par exemple, il y a des gens qui mangent du pain blanc, le pain à la française, la baguette. Leur glycémie, elle ne bouge pas derrière. Et puis, vous avez des personnes qui mangent le même pain blanc, elles ne sont pas diabétiques et leur glycémie, elle monte beaucoup. Et quand les chercheurs, les auteurs de ces études ont regardé le microbiote, ils ont vu qu'il y avait des bactéries spécifiques chez ceux chez qui la glycémie, elle montait beaucoup et ceux chez qui la glycémie ne montait pas. Le principal prédicteur de cette non-montée de glycémie, c'était le microbiote. Donc là, c'est un exemple sur la glycémie, mais les liens avec le poids, même la relation avec le cerveau, la relation avec la sensation de faim et de satiété est extrêmement importante. Donc, c'est un facteur extrêmement important. Par contre, aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment jouer sur ce microbiote pour avoir le microbiote qui est favorable à la gestion du poids. D'accord. Il y a une autre question. IMC du sujet âgé considère comme protecteur. N'est-il pas de 28 selon les études? Vincent, tu veux que je réponde ou je réponds et puis tu ajouteras. Effectivement, plus on avance en âge, et c'est vrai aussi avec certaines maladies chroniques, si on a une insuffisance rénale sévère, si on a une insuffisance respiratoire, il est mieux d'être en surpoids. L'espérance de vie d'une personne qui va être au-delà de 65-70 ans est meilleure s'il y a un léger surpoids. C'est-à-dire que si on est mince et qu'on a 75-77 ans, il n'y a pas de souci. Si on pète la forme, on fait des balades, on est mince, c'est bon. Le souci, c'est, et Vincent en a un peu parlé tout à l'heure, c'est je chute, je me casse quelque chose. J'ai une maladie, j'ai un cancer. Tout de suite, si je suis mince, je vais passer en dénutrition. Et là, je vais perdre du muscle et je vais avoir beaucoup de mal à remonter. Alors que si j'ai un petit surpoids, en cas de pépin, j'ai un peu de réserve qui vont pouvoir entrer en jeu et je vais moins rapidement puiser sur ma réserve musculaire. Un vieillissement qu'on appelle un vieillissement actif en bonne santé, c'est préserver sa masse musculaire. Donc, préserver sa masse musculaire, c'est faire de l'activité physique, mais c'est aussi avoir un peu de réserve de graisse pour, en cas de pépin, qu'on ne puisse pas trop sur les muscles et qu'il y ait d'autres réserves que de puiser directement dans les muscles. Donc, sujet âgé, pas trop mince, c'est pas plus mal. D'accord, merci. Alors, une autre question, à part l'activité physique qui permet d'avoir une bonne masse musculaire et par conséquent un bon métabolisme, y a-t-il d'autres moyens pour améliorer son métabolisme? Le métabolisme dépend de ce qu'on appelle les 4 piliers de la santé. Donc, ça a été dit, là, c'est la question aussi, c'est une bonne activité physique. L'alimentation, il y a quand même si on prône, nous, en premier lieu, la sensation alimentaire, il y a des aliments qui sont plus favorables à un bon métabolisme. Une alimentation qui va être riche en polyphénol, qui va être riche en antioxydants, va empêcher certaines altérations au niveau des mitochondries, c'est peut-être un peu compliqué pour certaines personnes, qui va favoriser un bon métabolisme et une bonne avancée dans l'âge.
Donc oui, il y a des nutriments, donc les polyphénols qui sont dans l'huile d'olive, qui sont dans le raisin, qui sont dans les différents fruits et légumes, vont influencer le métabolisme de façon favorable. Le sommeil, une bonne qualité de sommeil, on sait que si on réduit le sommeil, on va par exemple altérer le métabolisme du glucose. On va favoriser les montées de glycémie, on va favoriser la survenue de diabète. Donc ça, c'est le troisième pilier, activité physique, alimentation, sommeil. Le stress, si vous avez un stress chronique, vous avez plus de risques aussi de monter votre glycémie, vous avez plus de risques d'évoluer vers un diabète. Donc, on revient toujours à la même chose et on en reparle, je crois, à chaque live, mais il y a les 4 piliers de la santé, activité physique, alimentation, aussi bien quantitatif que qualitatif, le sommeil et le stress et les émotions. Il faut régler les 4 si on veut avoir un métabolisme. Si on en néglige un, c'est vraiment pour moi, vous êtes en train, nous construisons, je dirais, nous construisons notre avenir, nous construisons notre futur sur 4 piliers. Et si les 4 piliers n'ont pas la même solidité et la même force, la même hauteur, votre construction elle est bancale et votre santé, votre avancée, votre métabolisme est bancal. Et les 4 piliers sont importants, je crois qu'on le redit à chaque fois. D'accord. Une autre question. Donc, gros enfant, j'ai des phases de prise de poids puis de perte. J'arrive à rester à un poids de forme qui me convient et sans frustration. Pourtant, parfois, je ressens comme si la graisse du corps voulait s'étendre. C'est très bizarre, comme si le tissu adipeux était vivant. C'est étrange comme sensation. On vous a déjà décrit cela. Moi, on ne me l'a déjà jamais décrit. Je ne sais pas maintenant si on l'a déjà décrit. Je vois Vincent Non, sous la tête. ça me dit rien, dit rien du tout et j'essaie de fouiller dans mes mémoires s'il y a des choses qui pourraient s'en rapprocher. Alors après, moi je crois que c'est votre ressenti. Il est important de faire. Déjà, le tissu adipeux est vivant. Oui, ben c'est ça, ouais. C'est comme si le tissu adipeux était vivant. Non, il est vivant. C'est pas comme s'il était vivant. Et d'avoir des sensations. Moi, je pratique un type de méditation qui est la méditation dite type Vipassana, qui est de regarder et d'analyser les sensations de chaque partie de son corps. Et quand on se concentre sur chaque partie de son corps, on s'aperçoit que chaque partie de notre corps nous envoie des signaux et nous envoie des signes. Donc, vous dites c'est étrange, mais vous ne dites pas ça me gêne. Vous avez plutôt l'air de dire je suis à un poids de forme qui me convient, je n'ai pas de frustration, j'ai ces sensations dans la graisse. Centrez-vous dessus, faites-leur de la place sans vous fixer dessus. Et puis voilà, chacun a ses sensations. J'ai envie de dire, c'est votre corps, écoutez-le. Alors ça peut faire rebondir Antoine, je pense. Peut-être que Soumaya avait la même idée en tête. On a une question sur comment la méditation peut aider à l'amélioration de notre mode de vie. Je pense que tu es excellemment bien placé pour en parler. Donc Antoine, la question c'est comment est-ce que la méditation pourrait nous aider à améliorer notre mode de vie? C'est tout un sujet. Je crois qu'il faut qu'on fasse un live sur la méditation, mais pour répondre brièvement. Ça serait intéressant, ouais, tout à fait, de faire un live sur la méditation et poids ou nutrition. Ouais, tout à fait, on le Avec fera. peut-être un invité extérieur qui soit spécialisé dans la méditation. Tout à fait. Mais très brièvement, ceux qui ont entendu le début, pour moi, le problème de la gestion du poids, c'est un problème de gestion de notre relation à notre environnement. Notre environnement n'est pas favorable à une bonne santé. En fait, il y a la pollution, il y a l'abondance alimentaire, il y a des moyens de transport, il y a des sollicitations permanentes. On ne peut changer, par contre, si on ne peut pas changer notre environnement, on peut changer notre relation à l'environnement. Pour changer notre relation à l'environnement, il faut une prise de conscience. Et donc, la méditation, en particulier tout ce qui est méditation de pleine conscience, c'est se
poser et regarder avec bienveillance comment j'ai une relation à mon environnement. Et c'est déjà la première étape pour pouvoir changer cette relation. Après, quand on se pose, je dirais, en méditation, il y a des choses qui passent dans notre tête. Et c'est d'observer ces choses, c'est être observateur, un observateur neutre de soi-même, et de découvrir notre fonctionnement, qui là aussi est une étape à changer ce fonctionnement. Donc, vraiment, très brièvement, parce qu'encore une fois, je crois qu'on fera un live complet sur ce sujet, c'est la première étape essentielle. En tout cas, la méditation est une aide à cette première étape essentielle qui est l'observation de ma relation à l'environnement, l'observation de mon fonctionnement, avec le questionnement derrière qui est comment je vais le changer. Mais si je ne l'ai pas observé, ça va être beaucoup plus difficile. Sans compter que se poser en méditation, c'est aussi un moyen de la gestion du stress et des émotions, de façon, je dirais, au moins d'observer qu'est-ce qui me stresse et faire de la place à ce stress. La méditation n'est pas l'objectif, n'est pas de faire disparaître les choses, c'est au contraire de leur faire de la place et arrêter de se battre contre. Et moi, je crois que pour perdre du poids, la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter de se battre contre son poids. Oui, et c'est d'accepter son poids. Oui. Je ne t'ai pas entendu, Soumeya. J'ai dit l'acceptation, c'est d'accepter plutôt son poids. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent d'acceptation, qui est un mot assez difficile. Quand j'ai un gros problème de poids, dire j'accepte ce poids, dans l'acceptation, les gens ont souvent un sentiment d'inertie. C'est pour ça que je dis faire de la place à. Je fais de la place à, mais je pense bien à agir et pas forcément à être dans une. Il faut différencier acceptation et résignation. Donc acceptation, oui, résignation, non. Faire de la place pour tolérer ce que je suis aujourd'hui en vue d'agir et d'avancer. Donc, c'est un peu, pour donner l'image, j'aime bien cette image-là, c'est que si on veut se rendre avec un GPS, si on veut se rendre dans une ville de France en prenant la route la plus courte ou la plus rapide ou la plus agréable, on est obligé de mettre en place la destination sur le GPS, mais on est obligé de connaître sa situation initiale. Et c'est important si on n'a pas la situation initiale et la situation géographique, on ne peut pas du tout trouver un itinéraire qui nous permet d'avancer vers notre destination. Et donc, c'est un peu la même chose pour tout changement, hein, toute maladie, acceptation de sa silhouette, acceptation d'un état. Si on veut améliorer sa santé ou son état sur le long terme, ben, on est obligé au moins de savoir où est-ce qu'on en est maintenant. Et tant qu'on ne sait pas où on en est maintenant, on ne peut pas savoir par quelle route on peut passer pour aller plus loin. Et dans cette notion d'acceptation, on n'est pas obligé d'accepter pour ne pas changer. C'est justement accepter pour être le point de départ du changement. Voilà. On ne peut partir que de là où on est. On ne peut pas. Donc ça, qui va avec l'image du GPS. Je suis peut-être à un endroit que j'aime pas, mais si je regarde pas autour de moi comment c'est pour avancer, si je regarde pas les routes autour de moi, je vais pas avoir un bon voyage. Je vais pas y arriver. Donc, si ça me plaît pas où je suis quand même obligé de regarder le GPS autour de moi. Je suis obligé de regarder les bâtiments autour de moi, même s'ils ne me plaisent pas, pour me retrouver et pour avancer. Si je refuse ça, je fais du surplace. Donc, après, j'ai vu un commentaire sur lequel je voudrais rebondir dans le respect de la personne qui l'a mis, hein, parce que je conçois la difficulté. Mais il y a quelqu'un qui met mon ex-mari me stresse, donc j'ai pris du poids. Je comprends, je ne connais pas la situation. Je comprends qu'on peut être là aussi dans une situation de stress. Il peut y avoir des situations de séparation très difficiles, comme il peut y avoir des situations de travail très difficiles, comme il peut y avoir des deuils très difficiles. Mais là aussi,
euh, je crois que je ne peux pas compter changer l'autre. L'ex-mari est ce qu'il est, et je suis obligé de faire avec. Et là aussi, je pense que la méditation peut apporter pour laisser la place à ça, et encore une fois, pas se résigner. Mais je laisse de la place à, oui, la relation est difficile avec mon ex-mari. Mais comment je vais avancer dans le bon sens pour aller vers ce qui est important pour moi avec ça? Je ne peux pas faire sans ça. J'ai mon ex-mari, j'ai ma difficulté de relationnel au travail, et bah si, au travail, je peux changer de travail, à vous de voir si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, et si vous estimez que la meilleure situation est de garder ce travail, parce que le marché de l'emploi est difficile, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, eh bien, ça doit être une décision et pas une résignation. Et il va falloir que je trouve comment faire de la place à ce collègue difficile, faire de la place à cet ex-mari avec lequel la relation est difficile, en sachant que quand une relation est difficile, moi je l'applique personnellement au travail, moi j'ai des difficultés, qui n'a pas des difficultés sur son lieu de travail? Eh bien, je me dis, il y a une part de cette difficulté relationnelle qui est forcément liée à moi. Et je ne cherche même pas à savoir qui est le plus responsable. Je fais de la place à leur relation est difficile. Et maintenant, comment, avec cette relation difficile, je fais pour avancer vers ce qui est important pour moi, en sachant que je peux avoir un collègue qui n'a pas du tout la même vision que moi de ce qui est important, et qui, lui, va essayer de faire avancer dans sa direction de ce qui est important pour lui. Mais je n'ai aucune raison de dire il a tout le temps tort. Je vais juste dire il a une vision différente de la mienne. Je vais peut-être pas, ce qu'il faut, c'est pas non plus être perfectionniste ou obsessionnel ou trop rigoureux à dire c'est ma vision qui doit être parce que c'est la bonne. Non, c'est la vision que je pense la bonne et j'essaye de faire avancer pas à pas dans la direction que je pense importante. Et je dirais que je peux prendre du plaisir à essayer en douceur de faire avancer ma vision plutôt que de rentrer dans un conflit en disant c'est ma vision la bonne, c'est celle-là qu'il faut donner. Donc je sais, c'est peut-être un petit peu théorique et ça demanderait, mais c'est pas théorique parce que je pense essayer de l'appliquer dans mon quotidien. Il y a des visions, on avance pour, puis on accepte ce qu'on peut appeler l'échec. Vous savez, j'aime beaucoup la citation de Nelson Mandela, c'est je n'échoue jamais, j'apprends. J'ai essayé d'avancer comme ça dans la direction et de faire passer cet avis-là. Ben, il n'est pas passé. Maintenant, je réfléchis à comment je fais la prochaine fois pour avancer vers ce qui est important pour moi. Je n'ai pas échoué, j'ai appris que cette manière de faire, ben, ça ne m'a pas permis de faire passer ce que je voulais faire passer. Merci, voilà. C'est très intéressant ce que vous dites et les personnes sont très intéressées pour un autre live sur la méditation. Ouais. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui il y a deux choses qui faisaient deux éléments des commentaires qui n'ont pas été qui n'ont pas été traités aujourd'hui dans la conférence et je pense qu'on fera des conférences dédiées. La première, c'est la méditation et il y a eu beaucoup effectivement de commentaires, donc on en fera une, c'est sûr. Et ensuite, on a des confrères qui nous ont parlé de certaines positions de médecins ou de chirurgiens qui ont tendance à vouloir absolument faire maigrir les gens avant des opérations. On touche du doigt la notion de grossophobie. Donc, je pense qu'on pourra aussi, si vous êtes OK, Antoine et Soumeya, faire une émission sur la grossophobie. Tout à fait. Oui, tout à fait. Super. Je crois qu'on a atteint notre heure de live. Voilà. Mais ouais. Vas-y, non, mais d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à poser encore vos questions, que ce soit sur la page Facebook d'Avitam ou sur notre plateforme Avitam. N'hésitez pas à nous envoyer ces questions ou même par mail, contact@avitam.com. On essaie de récupérer toutes les questions pour essayer d'y répondre au fur et à mesure. Voilà. Très bien. Merci à tout le monde. Merci à vous et à la prochaine. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci pour toutes les questions. Au revoir. Merci. Salut.